va essayer de continuer à partir de ce qu'on a dit la dernière fois. On avait commencé, on avait dit la dernière fois, j'avais dit, bon, on va se lancer carrément dans la question de la situation. Non, ça fait quelque temps qu'on prépare les choses, qu'on aborde des sujets qui sont nécessaires et qui convergent vers cette idée de situation, qui est quand même une idée lourde, quoi, parce que ça prétend ni plus ni moins de participer à la construction d'un nouveau paradigme, ne pas être un nouveau paradigme, mais participer à la construction d'un nouveau paradigme épistémologique qui permet de penser, d'agir dans la complexité, qui ne tombe pas ni dans la dispersion individualiste dans laquelle, dans la crise actuelle, voilà, l'individu serait un candidat, n'est-ce pas, ni non plus dans les autres candidats, qui soient des candidats religieux, fanatiques, sectaires, n'est-ce pas, ou un regard en arrière avec les vieilles téléologies historicistes, etc. Alors on dit comment, hein, la question c'est comment on peut aujourd'hui, à partir de où on trouve une terre ferme. Alors on s'est rendu compte avec Bastien qu'effectivement il reste deux rencontres aujourd'hui et après juin. Alors évidemment on ne va pas finir la présentation parce que c'est quand même exigeant, c'est compliqué, non? Le fait que vous soyez là, ou les gens qui posent des questions, nous aident aussi à un peu mesurer, non? C'est compliqué, mais effectivement, ça sera à la rentrée de septembre qu'on va continuer avec la théorie de la situation. C'est pas une mince affaire, hein, parce que, vous avez la situation, c'est comme disait c'est Saint-Augustin, je crois, ou Saint-Thomas, que quand on demande pas sur qu'est-ce que c'est le temps, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est Saint-Augustin. Mais dès qu'on demande, on ne sait plus. Bon, la situation, pareil, tout le monde dit, bon, c'est une situation. Mais quand on demande qu'est-ce qu'est une situation, surtout avec la prétention qu'on a, non, qu'une théorie de la situation théorique et pratique puisse être une terre ferme à partir de laquelle on peut recomprendre le monde, réagir dans le monde, non? Et effectivement, quand il y a des crises, justement on parlait tout à l'heure, quand il y a des crises comme celles que nous traversons depuis quelques décennies, non? Depuis un siècle, quoi. Et il y a un processus, on pourrait dire un processus de réindividuation, hein, dans lequel tout à coup, ce qui était comme ça n'est plus comme ça, non? Et c'est quoi, non? Aujourd'hui, par exemple, il y avait un journaliste d'une radio argentine qui me disait oui, mais qu'est-ce que l'être humain fait alors avec la puissance de la machine? Et moi je disais, le problème c'est qu'on n'est pas dans une situation dans laquelle il y a être humain individué, constitué et puissance technologique, n'est-ce pas? Ce sont des formes déjà trop individuées. À vrai dire, quand tu as un changement radical d'époque comme maintenant, c'est dans des dimensions pré-individuelles, dans des dimensions dans lesquelles s'articulent des tendances, des forces, n'est-ce pas, des choses qui circulent, qui plus ou moins prennent de nouvelles formes. Alors, ce qui trompe, effectivement, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, et les chiens, les chats, on garde les mêmes phénotypes. Hein? C'est-à-dire que dans les sciences-fiction, dans toutes les films, bouquins de science-fiction, il y a le changement des phénotypes. C'est-à-dire qu'il y a une antenne qui sort par là, il y a voilà, une grosse tête, un petit corps. Et alors on dit, ah ben voilà, c'est changé. Mais la question, quand nous disons ce qui est en train de changer, c'est vraiment la maille pré-individuelle à partir de laquelle émergent de nouvelles formes. Hein? Nous sommes en train de dire, ce n'est pas que la maison a changé. Hein? Nous avons changé. Et ça, c'est quand même quelque chose que, pour le moment, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de quelle forme, je ne répète pas les formes dans le sens phénotypique, non? Quelle forme prendra, quelle articulation, quelle circulation, n'est-ce pas? Dans le sens où un peu quand Deleuze et Guattari il parle des branchements, hein, quand il parle des branchements bouche-sang par exemple, non, ces circulations-là, quelle forme
prendra la vie, les vivants, hein, même l'écosystème, à travers tous ces changements. On n'a pas une idée très très claire. C'est pourquoi la question taxinomique se pose. Se pose la question taxinomique, la question des classifications. Hein. Vous savez que chaque époque a fait une classification. Par exemple, dans le Moyen-Âge, il y avait quelque chose que c'est très beau à regarder, etc., mais c'est anecdotique, c'est les vestiaires. Les vestiaires avec B, pas les vestiaires pour se changer. Non, parce que pour les Argentins, c'est la même chose que les vestiaires, c'était des taxonomies dans lesquelles expliquaient comme les licornes, comment sont les licornes, comment sont d'autres chimères, hein, qui, bon, d'un certain point de vue, n'existaient pas. Existaient parce qu'ils faisaient partie de toute une cosmovision, et effectivement, c'est-à-dire dire ces chimères-là n'existaient pas n'a aucun sens, parce que pensons à l'idée des dieux, c'est-à-dire un peuple croyant que Dieu existe ou n'existe pas, il n'est pas moins agissant du fait qu'il y a une structuration autour de l'idée qu'il y a une force supérieure, n'est-ce pas? C'est-à-dire on va se comporter comme ci ou comme ça, parce que voilà, il y a un certain mode d'existence de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu existe plus ou moins d'une époque à l'autre. Non, il y a des époques dans lesquelles Dieu existe très peu, ce n'est qu'une petite idée comme ça, voilà. Il y a des époques et des moments dans lesquels l'idée de Dieu correspondait à des pratiques concrètes matérielles. N'est-ce pas? Après, si est-ce qu'il y a quelque chose, une entité supérieure, c'est pas ça la question. Hein? Alors donc ça pour dire que finalement, dans la construction des modes d'individuation, quand au Moyen-Âge on faisait les vestiaires, effectivement dans les vestiaires du Moyen-Âge, on parle des entités avec lesquelles les gens... Asseyez-vous autour, non? Des entités avec lesquelles les gens, d'une façon ou d'une autre, sont en relation. Vous comprenez? C'est pour ça que je donne l'exemple de Dieu ou de la licorne, parce qu'au fait, au-delà d'un réalisme naïf, si les gens sont en contact avec l'entité, même si l'entité elle est imaginaire, n'est-ce pas? Que l'entité soit imaginaire ou pas, on est en contact avec cette entité et donc elle participe à l'autoproduction. Et sinon, il y a une autre taxinomie qui est très très drôle, c'est celle de Borges, c'est comme ça s'appelle dans l'encyclopédie chinoise, non? L'encyclopédie chinoise, Borges, lui, il décrit une taxinomie imaginaire, non? Que c'est comme un bestiaire. Alors, par exemple, comme toujours, Borges, derrière ces nouvelles, etc., il est en train de se poser des questions très très profondes. Non? Alors la question qu'il va se poser, c'est au nom de quoi on classifie. Alors il fait un bestiaire, non? Une taxinomie. Alors par exemple, il dit les animaux qui s'élèvent tôt, les animaux qui ont des pélages roux, et alors, donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de dire, bon, attention, hein, parce qu'aucune taxinomie correspond à une réalité en soi. Hein, c'est ça qu'est en train de dire Borges. Et pourtant, pas toute taxinomie est possible. Alors c'est un tout petit peu l'idée de que finalement, dans la connaissance scientifique, poétique, la connaissance quelle qu'elle soit, toujours nous sommes dans des phrases, des périphrases, d'une phrase qui n'existe pas en soi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, toujours nous sommes dans des périphrases. Alors, pas toutes les périphrases ont la même puissance, nous on travaille ça dans l'idée des X-tolérance, c'est-à-dire comment les contenus résistants tolèrent plus ou moins une périphrase, n'est-ce pas, une construction. N'est-ce pas toutes les constructions sont également tolérées, disons. Et ça change après les époques aussi. Alors, voilà, c'est très drôle, donc le travail de Borges, parce qu'effectivement, il va dire ça. Alors, c'est quoi bon, vous savez, on avait beaucoup travaillé d'un point de vue phénoménologique quand on disait
finalement, au-delà de tout réalisme radical, non, réalisme naïf qui dit les choses existent là, n'est-ce pas? Et nous devons connaître les choses qui existent là, non? Et un idéalisme radical qui dit finalement c'est nous qui créons le monde avec les idées, c'est-à-dire l'idée des essences à la fois, n'est-ce pas? Bon, une position phénoménologique est une position non pas intermédiaire mais qui se déplace par rapport à ça. On disait l'objet n'est pas la source de la connaissance, hein, et les produits d'un échange, et l'objet a une fonction régulatrice. Vous comprenez? C'est-à-dire que, ça veut dire quoi régulatrice? Ça veut dire que tu ne peux pas construire n'importe quelle fiction cognitive. Hein? C'est-à-dire que, mais ça c'est très simple à la fois, hein? C'est-à-dire si j'ai l'hypothèse que je ne dois pas sortir par la fenêtre, ben, ce n'est pas la même hypothèse que si je dois sortir par la fenêtre, vous comprenez? Alors la différence épistémologique, c'est quand même que une de deux hypothèses produit que je m'écrase comme une pizza par terre. Non? Donc, c'est parce qu'il faut, bon, on va aller vers là, non? Il faut faire toujours attention parce que quand on dit l'objet n'est pas la source de la connaissance, mais les produits de cette interaction et avec une fonction de régulation, cette fonction de régulation, ce n'est pas un détail. Hein? On va revenir, la dernière fois j'ai cité Barabas, non? Non. Barbaras. Bon, excusez-moi si jamais j'écoute Barbaras. Je comprends. Oui, voilà, tu mets du blanc. Par rapport à cette altérité, cette continue résistance, cette X-tolérance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, bon, on va revenir là-dessus. On peut dire, alors, nous on était partis la dernière fois en disant, et on va revenir là-dessus, hein, on avait pris l'hypothèse de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception qui dit « mon corps est ma première situation ». Je disais nous devons interroger deux choses là-dedans. Il faut interroger corps et situation. Mais il ne faut pas oublier aussi les sujets de l'énonciation. Ma première situation. C'est qui dit ma première situation? Vous comprenez? Est-ce que c'est lui qui dit ma première situation est en dehors de la situation corps ou est à l'intérieur? Pour nous, effectivement, comme on disait la dernière fois, c'est conscience, ou c'est moi, ou ce sujet est à l'intérieur de la situation. N'est-ce pas? Que c'est bon, ce que Spinoza et Leibniz vont développer en disant les sujets dépendent du point de vue. Non, le point de vue ne dépend pas du sujet. Par point de vue, il faut comprendre un point de vue matériel, hein, c'est-à-dire un point de vue matériel, objectif. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, une situation concrète. On avait vu ça quand on développait un peu la question de la relativité chez Galilée. Bon, on va revenir un tout petit peu. Mais en tous les cas, les points de vue, c'est-à-dire les points de vue comme une construction du monde, des mondes, hein, dans le sens générique, non, inclut les sujets qui va énoncer quelque chose. Ce n'est pas les sujets ex nihilo duquel va dépendre le point de vue. Bon. Alors, cette façon de découper les mondes, n'est-ce pas, de donner un ordre, de créer de l'homogène avec de l'hétérogène, hein, c'est-à-dire la taxinomie en question, les vestiaires, donc, nous allons voir trois modes pour arriver vers la situation. Ces trois modes-là, il y a deux qui sont historiquement, symétriquement opposés, sont tous modernes, non, on ne va pas faire de l'histoire là-dessus. Le premier, qui en France a eu une force très très grande, non, qui existe encore, est celui de ce qu'on appelait les tournants linguistiques. Les tournants linguistiques, en France, et qui connaît quelque chose de pareil malgré les différences, c'est quand même, qui est la philosophie analytique anglo-saxonne. Qu'est-ce qu'ils ont en commun malgré les différences? La philosophie analytique anglo-saxonne et les tournants linguistiques, ils vont dire tout est récit sans méta-récit. C'est-à-dire qu'on est dans une cache des mots. Nous, les humains, on vit dans une sorte de capsule faite par des mots,
et nous ne pouvons pas sortir des mots, n'est-ce pas? Et alors, c'est même une dispute que j'ai souvent, nous avons eu, non, c'est incroyable, quand j'ai donné l'exemple tout con de se balancer par la fenêtre, et alors, on ne va pas nommer par élégance, mais une philosophe me disait, mais ce sont des mots, non? Que tu t'écrases comme une pizza par si, effectivement, ce sont des mots, mais peut-être il y a quelque chose au-delà des mots. Alors, les tournants linguistiques, dans les tournants linguistiques, effectivement, un des grands représentants du tournant linguistique c'est ça, hein, c'est-à-dire tout est récit sans méta-récit, sans rien qui structure les récits. Hein. C'est une sorte de néo-kantisme un peu radical, hein, c'est-à-dire sans chose en soi et sans humaine, rien du tout. Et alors, un des représentants, c'est Derrida. Et Derrida, dans un de ses premiers bouquins qui s'appelle La grammatologie, il écrit il n'y a rien en dehors du texte. Non, il n'y a rien en dehors du texte. Alors bon, après, il y a eu beaucoup de bouquins écrits sur les riens qu'il n'y en a pas en dehors du texte, de quoi on parle, bon, mais bref, il n'y a rien en dehors du texte. C'est-à-dire, finalement, c'est la capsule totale, non? Et il existe, la seule explication que moi je peux donner, ça n'engage que moi et lui, qui est un peu plus coupable que moi, la seule explication que nous pouvons donner, c'est épocale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après la grande crise épistémologique, des connaissances de 1900, va apparaître cette explication, n'est-ce pas, parce que ça provient de là, hein, c'est Frege avec l'autoréférence, vous savez, Frege, et à un moment donné, quand avec la grande crise de 1900, il y a comme une perte des repères, hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est la fameuse phrase qui dit « La nouvelle physique aurait-elle aboli les réels ?» hein, tout à coup, en 1900, il y a comme une sensation générale de... on a perdu le sol, hein, c'est-à-dire, et c'est pas, sans extrapoler, mais c'est vrai que même dans la physique quantique, il se pose la question, mais non, mais il doit avoir quelque chose, c'est-à-dire, c'est même la phrase tellement dite, rigolote d'Einstein, non, mais Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, vous voyez, c'est-à-dire, quand même parce qu'il doit avoir un sol, n'est-ce pas? C'est-à-dire il doit avoir une terre ferme. À ce moment-là, je pense que c'est compréhensible comme une réaction. À ce moment-là, Frege, il va énoncer, linguiste et logicien, Frege, non? Il va énoncer une sorte de sortie. Il va dire qu'est une sortie qui est le début, disons, les débuts, je ne sais pas parce qu'il y a Wittgenstein, mais bon, ils sont tous contemporains là, vraiment. On va dire, finalement, la langue est autoréférentielle. On laisse de côté le monde, on exclut le monde. Alors, c'est la fameuse passage, non, dans lequel il va dire « Qu'est-ce que je peux dire de Chicago ?» Il dit qu'il est trisyllabique. C'est-à-dire, la seule chose que je peux dire avec certitude de Chicago, c'est que Chicago est trisyllabique. On parle de la ville. Je pense que c'était compréhensible. J'ai rarement entendu Chicago. Tu l'as dit avec. Chicago. Bon, comme il dit Bastien. Chicago. Bon, alors il va dire, bon, il y a une sorte d'autoréférence. Cette autoréférence, il ne faut pas non plus la prendre trop par-dessous la jambe, vous voyez, c'est-à-dire, c'est quand même une hypothèse, c'est-à-dire, vous savez, avec Hilbert, par exemple, qui essaie de faire une axiomatique complète et consistante, et qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas chasser la contradiction, vous voyez, que vous compreniez ou pas l'axiomatique d'Hilbert, ce qu'il faut comprendre que là, c'est juste qu'il y avait quelque chose qu'aujourd'hui on aimerait un bruit, quelque chose qui ne permettait pas de fermer une autoréférence. Vous voyez, on ne pouvait pas faire une axiomatique autoréférentielle dans laquelle tout est compris là-dedans.
ces bruits-là, on peut dire, c'est le bruit du monde, le bruit de l'existence, le bruit de quelque chose qui ne se permet pas d'être enfermé. Mais il ne faut pas les prendre par sous la jambe, si bien, bon, Derrida et ses dérives, etc., bon, là on peut peut-être les prendre un peu plus avec légèreté, mais il ne faut pas oublier, par exemple, que les gens qui aujourd'hui travaillent avec des particules élémentaires, qui travaillent dans l'accélérateur des particules à la frontière, et entre les modèles numériques qui sont faits digital, qu'ils font, et la particule élémentaire, on ne sait pas trop qui est devant, vous voyez, le bœuf ou la charrue, vous voyez, c'est-à-dire, on ne sait pas trop si parce qu'on a pu modéliser, faire un modèle, on peut identifier une particule, ou si est-ce que parce qu'il y a une particule qui émerge du choc, on fait le modèle, vous voyez. Et à vrai dire, il y a un aller-retour là, que c'est pas clair, vous voyez, et là on est loin de rire par rapport à une autoréférence quelconque, vous voyez, là on est dans un vrai problème épistémologique et ontologique, c'est-à-dire de quoi je suis en train de parler, de quoi je parle, bon, les mots et la chose, comme dirait l'autre, non? Et, alors donc, les tournants linguistiques et la philosophie analytique ont ces éléments en commun, qui est de dire, bon ben voilà, ce qu'il y a au-delà du texte, ce qu'il y a au-delà des mots, comme dirait Wittgenstein dans son Tractatus, il faut les taire. Là, il ne faut rien dire. Il écrit tout un bouquin pour dire qu'il faut se taire. Bon, c'est les paradoxes de la vie. Mais bon, voilà, c'est-à-dire, c'est cette idée quand même de que, même chez Chomsky, par exemple, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui fait force, vous voyez, qui fait force, et que les mots, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est montrer une direction. Vous voyez, montre une direction, ce qui aurait au-delà du texte. Vous voyez. J'ai une petite question sur ça. En fait, sur l'hypothèse que tout reste dans le texte, comment ça... Pas la mienne, c'est Derrida. L'hypothèse de Derrida. Comment les populations qui n'ont pas d'écriture conçoivent l'existence, en fait? Comment elles peuvent expliquer l'existence à partir de... Quand il dit les textes, oui, il veut dire la langue, en fait, la langue, tu vois, c'est-à-dire, au fait, c'est comme si, à partir de l'émergence d'une langue, d'un langage articulé, l'humanité serait séparée, absolument séparée de l'ensemble de l'existant par cette capsule, cette cache des mots. C'est ça l'idée. Oui, mais même si on continue sur ça, en fait, chaque langue il a un nombre de mots complètement différent et une façon de conceptualiser les choses à partir d'un langage différent. C'est-à-dire que aussi la réalité qu'ils vont exprimer chacun, c'est complètement différent si tout reste un langage de langage. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis convaincu que la seule explication est historique, épocale, d'une hypothèse si radicale qui carrément nie tout accès à un extérieur quelconque de la langue. Non? Mais bon, je suis comme toi, tu vois, c'est-à-dire, je trouve tellement contre-intuitive que je cherche pourquoi est-ce que des gens si intelligents, des gens qui s'est posé des questions si importantes, je parle de Frege, Wittgenstein, peut-être Derrida avait un côté plus tralala, non? Mais Wittgenstein, Frege, tu vois, je sais pas quoi, Foucault, c'est-à-dire de tout à coup que ces gens-là aient pu avoir cette hypothèse-là, on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. Non, il faut comprendre il faut comprendre quand même qu'ils essayent de répondre aux sentiments comme ça d'abîme, tu vois, le sentiment de perte de tout repère. Non? Alors il dit, bon, mais essayons de trouver quelque chose qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on dit quand on dit. Tout à fait. Mais justement, je me pose la question de nouveau, en fait. Et comment il se pose la question? Parce que cette question, je pense que c'est intrinsique de soi-même. Comment il se pose la question? Une population qui a complètement une autre façon de concevoir en fait, le langage, les idées. En fait,
parce qu'en fait, lui, il essaye de se faire ses questions sur la base de en fait, sa langue, sa culture. Donc, ça m'a mis à réfléchir sur comment se pose la question. Et pour eux. Oui, exact. Non, eux, tu vois, je suis un très mauvais avocat d'eux parce que je ne suis pas du tout d'accord, mais je dirais, en essayant de faire bonne volonté, tu vois, je dirais que ce n'est pas un problème ni pour la philosophie analytique, ni pour les tournants linguistiques, parce que oui, effectivement, ils constatent que chaque époque, chaque culture, chaque région va construire sa propre cage. Tu comprends? Et alors, après, il y a des changements d'épistème, comme dirait Foucault, tu vois, mais c'est donc changement d'épistème, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un changement des cages. La cage change, tu vois, donc tu as besoin de nouveaux énoncés. Mais pourquoi change la cage? Qu'est-ce qui est au fondement de la cage? Non, ça c'est mon question. Et ça c'est ma question, Oui. tu comprends? Mais il faut reconnaître que sérieusement, c'est une hypothèse qui existe encore, hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'un psychanalyste comme Lacan et les courants lacaniens, tu vois, aujourd'hui, tu vois, on ne connaît même presque plus, mais c'était quand même culturellement tellement dominant, tu vois, tellement dominant, et quelle est l'hypothèse de Lacan? L'hypothèse de Lacan, c'est que tout est signifiant. Tout est signifiant, tu vois, c'est-à-dire que maximum, il y a le réel comme ce qui cogne contre une certaine articulation signifiante. Mais tout est signifiant. Alors, si tu demandais à un lacanien, oui d'accord, mais la table, mais la table, c'est un signifiant, la table. Tu vois. Alors, dit comme ça, comme je ne suis pas du tout dans le linguistique, je ne le présente pas sur le meilleur profil, mais à vrai dire, ma respectueuse approche est de dire il doit avoir une explication historique. Il doit avoir une explication historique. Parce que tu vois, il faut faire très attention avec les constructions des récits. Parce qu'elles correspondent toujours, ça c'est notre position matérialiste, elles correspondent toujours à un mode matériel d'autoproduction du monde. Tu vois? C'est-à-dire, suppose-toi, je fais une parenthèse, parce que comme déjà été assez confus ce que je présente, je vais faire une parenthèse pour qu'elle soit tout à fait confus. Mais suppose-toi que si aujourd'hui, toi, tu prends un jeune de ta génération, ou quelqu'un encore plus jeune, tu vois, qui fait des études, vous, par exemple, et tout à coup, on dit, mais vous savez, l'histoire a un sens, c'est le sens du progrès, tout ce qu'on fait dans le présent est expliqué et motivé par le futur. Ah, c'est quelle tribu en Afrique qui a produit cette joli récit, tu comprends? Bon, or, la téléologie, l'historicisme, sont un récit, que c'est une dimension d'un mode matériel d'autoproduction du monde, tu comprends? C'est-à-dire que ça colle avec un mode matériel d'autoproduction. Alors, quand on voit les tournants linguistiques ou la philosophie analytique, quand on la voit, nous, d'un point de vue plutôt matérialiste, tu vois, ben, la question c'est, mais à quel mode d'autoproduction du monde pourrait correspondre un tel récit, tu vois? Parce que nous, on est tout à fait dans les trottoirs d'en face. Nous, on ne pense pas que tout est récit sans méta-récit. Nous pensons au contraire, c'est-à-dire que le récit est une dimension, mais une dimension performative, hein, c'est-à-dire c'est pas qu'à la fois il y a une influence dans la réalité, tu vois. Mais bon, voilà, c'est... Bon, alors, donc, moi je vais continuer. Je disais que je voulais présenter deux... Bon, il y a donc une inaccessibilité de la chose. Hein? C'est-à-dire là, on est soit kantien, et alors il y a une inaccessibilité de la chose, soit néo-kantien, et il n'y a pas de chose. Pas de chose en soi. C'est-à-dire, voilà. La chose en soi, que c'est pas pareil que les noumènes. Hein? C'est pas pareil, là, je fais une petite truc comme ça pour celles qui s'intéressent à la chose. C'est pas les noumènes, on verra, par rapport à la deuxième mode de découpage du monde. Alors donc, le premier mode que je présente là, c'est quand la chaîne signifiante, en marquant la inaccessibilité de la chose, va déclarer qu'existe cette capsule, cette cache. Bien. La deuxième que je vais présenter, elle est symétriquement opposée, et aussi à des explications épocales.
qui est l'hypothèse aujourd'hui dominante que tout est algorithmique. Hein? Tout est algorithmique. C'est-à-dire que les algorithmes, n'est-ce pas, pour des chercheurs, épistémologues, il y a comme deux versions. Il y a une version d'épistémologue élaborée, comme Jean Petitot par exemple, et une version empirique. La version élaborée, c'est la version dans laquelle on va expliquer que l'algorithme nous permet de sortir de l'ambiguïté du concept pour aller vers la constitution de la chose. Alors, les épistémologues qui adhèrent à ça, c'est pas que Jean Petitot, mais bon, voilà. Et, comment s'appelle le cognitiviste, le psychologue DN. DN, par exemple, va adhérer Stanislas DN, non? Le psychologue cognitiviste va adhérer à ça, c'est une sorte de réalisme dans lequel l'algorithme n'est pas la représentation de la chose. L'algorithme est comme envers et revers de la chose, c'est une manifestation de la chose. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, apparaît comme un miroir symétrique et opposé. Vous voyez, d'un côté, on va dire la chose, soit on l'oublie, soit elle est inaccessible, soit de l'autre, on dit, mais non, tout est algorithmique, y compris celui qui énonce. Non, c'est-à-dire qu'on est en dehors de tout sujet objet. Oui. C'est une espèce, peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais c'est une espèce de néopositivisme du XXe siècle, en fait. C'est absolument le néopositivisme. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens qui suivent par YouTube croient, changent de position, comme ça ils pensent qu'il y a plusieurs qui posent des questions. Tu vois, tu poses une question là, après tu vas là, et tu vois, alors ça fait quelle dynamique. L'accent, il va L'accent va te dénoncer. Si, c'est un néopositivisme, c'est un réalisme naïf. Par exemple, nous devons aborder ça quand on abordait, bon, justement en parlant de la relativité de Galilée, on est arrivé là, mais c'est-à-dire, tu sais, quand par exemple les psychologues cognitivistes parlent de biais cognitifs. Si tu as un biais cognitif, c'est quand même parce que la chose à connaître, elle existe et elle est comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, il y a là un réalisme naïf absolu, tu vois, c'est-à-dire, si toi, par exemple, tu vois, je ne sais pas, tu aimes qu'au lit, on te fouette en te disant des gros mots, ah ben c'est un biais cognitif, parce que normalement, tu devrais aimer quand on te caresse. Tu dis, oui, peut-être, mais tu vois, c'est-à-dire, le problème, c'est que les humains sont humains. Tu vois? Et alors, les biais cognitifs, c'est ce qui justifie, par exemple, la pédagogie des compétences, c'est ce qui justifie bon, tout en fonctionnement, tout en fonctionner, non? En fonctionner bien. Alors, on va expliquer, c'est-à-dire, si toi, tu sais que si tu bois de l'alcool, tu es en train de te faire une cirrhose, biais cognitif, c'est pas possible que tu désires, tu vois, te détruire le... Bon, voilà. Et alors, tout ça, ça participe du même socle, non? C'est tout algorithmique, c'est-à-dire qu'il y a une réalité en soi compréhensible, et c'est pour ça que je fais la différence entre la chose en soi et le noumen. Parce que le noumen, chez Kant, souvent on dit le noumen c'est la chose en soi. Non, la chose en soi c'est l'inaccessible en soi. Le noumen, non, le noumen est ce qu'on pourrait connaître si on avait la possibilité épistémique de connaître la chose en soi. Tu vois, donc le noumen, c'est quelque chose. Tu vois. Alors, ce réalisme est nouménique. C'est ce que tu disais, les connaissables et les connus. Oui, les connus. Oui, les connaissables et les connus sont correspondants. Tu vois, il y a une correspondance des connaissables et des connus. Quand j'ai cité avant, quand je disais, finalement, que nous croyons que c'est Cassirer, la phrase, on va dire que c'est Cassirer, non? Parce que lui, c'est le sérieux. Lui, dans nos bouquins, c'est lui qui cherche les bas des notes correctes, c'est comme si. Mais bon, je crois que c'est Cassirer qui va dire l'objet n'est pas la source de la connaissance, c'est voilà, c'est le produit. Non, c'est le produit d'un processus. Bon, très très longtemps avant, Proclus, non, c'est Proclus, c'est Damascus. C'est Damascus.
Je sais pas ce que tu veux. Il ne suit pas. Tu vois, avec un co-auteur comme lui, tu vois. Plus ou Damascus. Alors donc, il va dire effectivement, il va dire, le connaissant désire s'unir au connu, mais il ne peut s'unir qu'au connaissable du connu. C'est une phrase absolument existentialiste et phénoménologique. Tu vois, c'est-à-dire le connaissable du connu. Tu vois, et ce n'est pas du tout une phrase qui met en avant une subjectivité, parce que le connaissable du connu, cette union entre les connaissables du connu et les connaissants, est absolument une phrase épistémologique tout à fait matérialiste qui permet de comprendre pourquoi la réfutabilité est centrale en science, par exemple. Tu vois, parce que ça veut dire que les connaissants s'unissent au connaissable du connu. Donc tu acceptes qu'il y a un continu résistant, tu acceptes, et ça n'a rien de subjectif. C'est forcément. Alors là, tu m'as tout à fait perdu. Oui, d'accord. Et donc, où tu m'as interrompu? Alors, donc, effectivement, il y a dans les biais cognitifs ce réalisme naïf qui partage avec la hypothèse que tout est algorithmique. C'est-à-dire que tout est algorithmique, il faut le comprendre dans ce sens-là, il faut le comprendre dans le sens lourd, où l'algorithme n'est plus un langage, est un code qui, d'une façon bionivoque, exprime la chose, mais exprime même, c'est trop dire, vous voyez, et la structure même de la chose. C'est ce que je disais, que souvent dans la physique des particules élémentaires, il y a comme une confusion. Il y a comme une confusion dans laquelle tu dis, mais c'est le modèle qui précède la trouvée de la particule, vous voyez, c'est-à-dire qu'en science dure, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais bon, donc, je ne sais pas si vous... On est à l'introduction de l'introduction. Et alors, donc, au fait, je disais, il y a ces deux positions épistémologiques et ontologiques qui sont absolument toutes les deux opposées et symétriquement contraires. Hein? Pour la philosophie analytique et pour le tournant linguistique, il n'y a que les mots et la chose est inaccessible. Pour le tout algorithmique, la chose est accessible et les mots, il faut les éliminer pour utiliser des codes univoques. Bien. Dans la position linguistique, disons le tout linguistique, c'est la conscience. Hein, c'est la conscience qui procède à des découpages. On est au niveau des découpages. Hein, pour opposer l'idée de découpage à l'idée de discrétisation. Hein, c'est-à-dire, ce sont deux procédés tout à fait différents. Le découpage veut dire qu'à travers d'une singularité, j'ai utilisé le mot singularité pour ne pas utiliser le mot subjectivité, hein, d'après d'une singularité quelconque, une espèce quelconque vivante découpe le monde. Vous comprenez? Découpe, ça veut dire va réagir et va agir par rapport à des unités. Vous comprenez? Même une plante va faire une sorte de prototaxonomie, si vous voulez. C'est-à-dire, prototaxonomie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que va éviter ce qui va les détruire, va s'approcher, vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des tropismes positif, tropisme négatif, n'est-ce pas? Bon, à ce niveau-là, je pense qu'il faut comprendre l'idée des découpages. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut le comprendre au niveau d'une série de tropismes en soi, hein, qui déterminent un comportement. Hein, et ces comportements parlent de la singularité de l'être vivant en question. Donc, dans les tournants linguistiques, dans le tout linguistique, le découpage, il est conscient. Hein, c'est-à-dire, ce sont des mots, les paroles, les signifiants. La conscience découpe le monde. Hein. Et là-dessus, vous avez... là, je pars en Italie, c'est une rencontre sur l'AIA, et je dois me retrouver avec quelqu'un qui a construit une conscience artificielle. Bon, peut-être qu'il n'en avait pas une, non, c'est pas déconnant. Et
Moi j'avais travaillé déjà il y a longtemps avec Alain Cardon qui avait construit il y a très longtemps une première conscience artificielle. Et alors il y a un journaliste du Corriere della Sera qui m'appelle et me dit bon mais qu'est-ce que vous pensez, c'est possible qu'il y ait une conscience artificielle, non? J'ai dit ben, le problème c'est à quoi on nomme conscience, non? Parce que, par exemple, sinon on suit Antonio Damasio, non? L'italo-américain Antonio Damasio, biologiste, non? Lui, il dit la conscience, c'est quoi? Ben, la conscience, c'est l'émergence d'une conscience et comme une sorte de fonctionnement de monitoring donné par une cartographie du corps qui, en permanence, a une sorte de convergence de stimuli proprioceptifs. Vous voyez? Il y a une convergence de stimuli proprioceptifs qui permet d'avoir une sorte de protoconscience. Chez l'être humain, cette protoconscience est articulée effectivement avec la conscience réflexive, avec effectivement la langue, la pensée. Mais donc, si on dit que le rôle principal de la conscience et la constitution principale de la conscience est une instance monitoring, oui, pourquoi pas? Vous voyez? Par contre, ce qui n'a pas la machine, c'est un corps pour être affecté. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas d'affectation du corps. Non? Le corps n'est pas affecté. Et nous allons voir là, effectivement, quand on parle de corps affectés, on parle comme Michel Henry, ou comme Spinoza le faisait, non? Des auto-affections. Pourquoi auto-affection? C'est quoi la différence entre affection et auto-affection? La différence, c'est que l'auto-affection est le mécanisme à travers lequel, de par la constitution propre d'un corps, avec un stimuli X, ce corps-là va construire une image Y. Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, c'est une auto-affection. Le stimuli, et c'est quand même ce que Varela avait fait comme une grande différence, qui aujourd'hui marque une division des os, c'est est-ce que les corps vivants reçoivent de l'information ou de la perturbation? Et ça divise les os. Si nous disons les corps vivants, à travers une membrane quelconque, vous voyez, perçoivent des perturbations, nous on dit effectivement la perturbation provoque un fonctionnement autoréférentiel, n'est-ce pas, par rapport au corps. En tant que l'information, elle est traductive. La perturbation est transductive. Est transductive, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation, et c'est comme ça la transmission neuronale. La transmission neuronale, à travers le neurone, dans les faisceaux des neurones, il n'y a aucune information qui passe. Il y a en permanence une perturbation à niveau synaptique, non? Avec des synapses qui d'ailleurs sont plutôt chimiques qu'électriques, non? Et il y a une différence énorme entre bon. Alors quand je dis nous avons un corps, c'est là où je dis bon, il y a les deux versions dominantes actuellement encore, que c'est la version linguistique ou la version archi-dominante, tout est algorithmique. Alors quel est le mode de découpage? Comment construire de l'homogène les mondes algorithmiques? Par ce qu'on appelle la discrétisation. La discrétisation, c'est la possibilité de capter des points, de registrer des points qui constituent un ensemble. Alors on peut démultiplier les points, alors bon, les problèmes, on va passer vite parce qu'on a abordé ça plusieurs fois. Les problèmes avec la discrétisation est qu'effectivement, quand je discrétise quelque chose pour la modéliser, je dois procéder à ce qu'on appelle l'arrondi digital. Je dois modéliser comme un point ce qui dans la réalité existe dans une continuité permanente. Vous voyez la différence entre le corps, ou même la parole dans ces cas-là, non? Qui découpe. La parole découperait par rapport à une culture, mettons, ou à une subjectivité quelconque. Okay. Le corps découpe le monde par rapport à comment il est affecté et comment il est constitué. Dans cette rencontre de par quoi il est affecté et comment il est constitué. Là, on ne peut pas parler des points modélisés, vous comprenez? Il y a effectivement une façon singulière
de construire des images perceptives, je veux dire, pas seulement images visuelles. Il y a une façon singulière de construire des images à partir des perturbations de l'environnement. Dans la discrétisation, non, dans la discrétisation, effectivement, la machine n'ayant pas encore capable d'être auto-affectée, n'ayant pas de corps, tout court, hein, c'est-à-dire, comme la machine n'a pas de corps, la machine, effectivement, ne peut que discrétiser, hein, à travers des points, ce qui dans la réalité objective existe dans un continuum. Ces continuums-là, pour aller un peu vite, parce que là, c'est un peu long, ces continuums-là, on ne peut pas les concevoir comme une sorte de magma uniforme, hein, c'est-à-dire il y a des concentrations, des dissolutions, des tourbillons, c'est-à-dire c'est un tout petit peu cette idée de que si bien les connaissances unies au connaissable du connu, les connus n'est pas une sorte de masse uniforme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut dire, si un astrophysicien, tout à coup, est en train d'identifier une galaxie lointaine, hein, on ne peut pas dire que ce soit juste une production à partir d'un continuum uniforme. Vous comprenez? Alors, on peut dire que la galaxie, il n'y a aucune raison pour qu'elle existe en soi de cette façon comme nous pourrons la construire dans cette intervalle. Mais c'est sûr qu'il y a une concentration de quelque chose là qui ne correspond pas à le vide qui est à côté. Vous comprenez tout bêtement ça. Bien. Alors. Est-ce que c'est la même chose que dans la formation des galaxies, il y avait, pour que les choses s'assemblent, il y avait des éléments qui étaient présents dans la galaxie, des gaz, des matières dispersées qui n'étaient pas mises forcément n'importe comment et qui petit à petit peuvent s'attirer parce qu'ils existent. Bien sûr, bien sûr. Ils forment des corps plus grands. Bien sûr, bien sûr. Il y a toutes, il y a des forces qui expliquent, si tu veux, à la fois elles vont s'attirer, et à la fois elles vont se repulser. Tu vois, il y a aussi une force du vide qui fait qu'à chaque fois, si tu veux, elle est plus loin, tu vois, c'est tout un truc que je ne vais pas m'élancer à expliquer ça parce que ce n'est pas du tout mon truc, mais effectivement, si tu veux, c'est là ce que je vais dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations subjectivistes, tu vois, par rapport à cette co-construction de soi et du monde, non? Je construis le monde, tu vois, ça sont des bêtises, tu vois. Alors j'ai dit, quoi qu'il en soit, de côté de continu résistant, on ne peut pas penser qu'il y a une masse uniforme, une soupe uniforme, c'est-à-dire il y a des produits. Alors c'est là où je vais venir maintenant. Je peux faire une petite question? Si. Non, pour moi, je suis bien ce concept que l'algorithme il se base sur la formation discrète et il n'a pas accès à des contenus qu'on peut percevoir nous-mêmes. C'est ce que tu veux dire. Les contenus, on le perçoit oui. à notre façon. Potentiellement, les connaissables, c'est un continu et les connaissables de la machine, de l'algorithme, n'est pas un continu parce qu'il est alimenté de façon discrète. Et donc, au final, il ne peut pas accéder à une information qui est continue parce qu'il est alimenté de façon qui n'est pas... Ouais. Nous, alors que nous, même si on peut percevoir les choses de façon discrète, on a potentiellement l'accès à voir tous les contenus, on perçoit beaucoup plus de ces contenus. Écoute, la question c'est qu'au fait, une chose c'est la langue à travers laquelle on parle, dans laquelle effectivement il y a les problèmes de modélisation, il y a tout ça. Et autre chose c'est les corps. Les corps, lui, il n'est pas séparé. Tu comprends? C'est pour ça que la différence entre une connaissance langagère ou une connaissance par algorithmisation, par modélisation, et notre hypothèse, que c'est une phénoménologie centrée sur le corps et non pas sur la conscience. La différence, c'est que le corps, il est dans les continuums. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que les modes de découpage du corps n'est pas un mode en dehors du monde. Tu comprends? Dans les deux hypothèses, algorithmiques ou langagères, il y a en dehors de la chose. Un, parce que la chose est inaccessible, et l'autre, parce que c'est une hypothèse de que tout est algorithmique, tu vois, voilà. Dans l'hypothèse qui est la nôtre, tu vois, en suivant la phénoménologie de Merleau, de Michel Henry, tu vois, Barilla, et Spinoza, en fait, tu vois, et
là-dedans, la question c'est que le corps qui, à partir d'une perception, que c'est là où il y a le contenu, disons une sorte de flux perceptif, va construire une aperception, tu vois, c'est-à-dire qu'avec ce magma-là, il va faire quelque chose. Hein? Bah, ce qui va faire le corps-là, le fait dans une continuité. C'est le fameux exemple, je m'excuse de répéter 1000 fois, mais bon, après je vais avancer, j'ai promis. À la vierge que j'avançais. Je te laisse. C'est vrai. Non, mais change les places, parce que c'est Et... Je peux lire un extrait de Stanislas Dehaene. D'accord. Alors, j'ai dit juste ça. Tu vois, par exemple, deux exemples, non, pour voir qu'est-ce que c'est le continuum. D'une part, tu vois, c'est le fameux exemple de, à niveau perceptif, je perçois, c'est-à-dire je suis affecté par des milliers de gouttelettes. À niveau aperceptif, j'aperçois la vague. Tu vois? Et pourquoi j'aperçois la vague? J'aperçois la vague parce que mon corps, avec ces milliers de gouttelettes perceptives, construit par rapport à sa constitution une vague. Donc on est dans une continuité, tu comprends? C'est-à-dire qu'à différence de la discrétisation ou du découpage langagière, quand nous disons c'est le corps qui construit cette taxinomie, pour dire comme ça, cette classification, bon, peu importe, tu vois. Quand on dit ça, on est dans une continuité. Alors je donne un autre exemple, tu vois, c'est un exemple que Varela il aimait beaucoup. Tu vois, les martins pêcheurs, il sait que les poissons n'est pas là où il les voit, tu vois, sinon il mourrait de faim, tu vois. Il sait qu'il est déplacé par rapport à là. Bon. Nous, on a deux possibilités, soit par expérience, on peut savoir que les poissons ne se trouvent pas là, mais on peut faire une formule très simple de réfraction de l'eau. Bon. La formule de réfraction de l'eau, elle est en dehors, tu vois, elle est en discontinuité. Tu vois. Et trompeuse, compliquée, tu vois, c'est le problème, effectivement, de quand toi, tout à coup, tu construis un modèle. Tu vois, c'est-à-dire que, mis à part la toute belle ambition des technophiles, qui veulent que les territoires soient absorbés dans la carte, tu vois, les problèmes de la pensée articulée, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins efficace la formule de la réfraction de l'eau que cette continuité. C'est pour ça que nous mettons le corps à cette place-là de qu'est-ce que classifie le monde, tu vois, qu'est-ce qui classifie le monde. Et alors, effectivement, tu vois, après, il y a cette perception comme un proto-moi, un proto-soi, pardon, et il y a la conscience réflexive, tu vois. Et c'est là que commence le problème, hein, c'est là que commence le problème, parce qu'avec la conscience réflexive arrive la formule, tu vois, arrive le symbolique, non? Alors, effectivement, dans le XXe siècle, on a dit, on est dans la cage du symbolique, tu vois, on est là, la cage du symbolique. Et effectivement, si tu es dans le symbolique, tu es dans la merde, tu vois, parce qu'effectivement, tu vois, c'est-à-dire, tu es dans la cage du symbolique, il n'y a que la formule de la réfraction de l'eau, tu vois, mais si tout à coup l'eau est plus dure, c'est rien, tu vois. Donc, tout ce qui touche à un continuum qui fait que la formule fonctionne comme la relativité de Galilée, tu vois, fonctionne dans une certaine situation, et pas, voilà. Et alors, effectivement, si on était dans la cage du symbolique, on se baladerait, tu vois, comme quelqu'un qui est sourd en train de se cogner contre le mur. Qu'est-ce qui empêche qu'on se cogne encore plus contre le mur? Déjà, les humains, on se cogne sans arrêt contre le mur. Eh bien, ce qui empêche, c'est qu'effectivement, quand même, malgré les 25 heures par jour qu'on est devant l'écran, on a encore un corps, tu vois, et alors les corps régulent un peu, tu vois. Les corps est la façon de régulation. Alors là, je vais, si tous les Argentins qui sont là me permettent, je vais aller à un point qu'on s'était promis. Vous savez quand même qu'en plus, je suis très pressé parce que, je vous le dis entre vous, hein, entre nous semblant, mais je serai nommé pape. Alors, à partir de septembre, je ne sais pas si je pourrais continuer à assumer le séminaire, alors je vais essayer de me presser aujourd'hui. Bon. Et alors, nous pouvons considérer comme une émergence, non, d'un niveau d'ordre, cette production d'essence
à niveau d'un proto-soi, hein, perceptif. Il y a une émergence. Et ça pose la question, effectivement, nous dirons là, pour approcher la situation petit à petit, tout ça, de ce côté, effectivement, pour qu'émerge une situation, nous devons voir que nous sommes toujours les vivants, parce que ce qu'on va dire, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que le temps et l'espace dépendent du vivant, on va dire un tas de trucs quand même, bon, voilà, donc si on arrive avant que je aille à Rome. Bon. Et alors donc, on dit qu'il y a des effets de seuil. Soglia, c'est dit, c'est des seuils. Bon, on parle en français, ça va, seuil. Et il y a des effets de seuil. Qu'est-ce qu'est un effet de seuil? Un effet de seuil est l'émergence d'un certain niveau d'ordre par et pour les vivants. Par et pour les vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là où sont mes atomes, je ne suis pas. Non, je ne suis pas. C'est-à-dire que mes atomes, sans doute existent, mes molécules, mes atomes existent, mais elles existent, mais ces jeux de l'énonciation, ces jeux même de l'expérience, n'existent pas là. Vous voyez, à niveau atomique, ici, il y a une sorte de soupe d'une promiscuité absolue, n'est-ce pas? Et à niveau atomique, les formes que nous percevons et avec lesquelles on interagit n'existent pas. Oui. Alors là, c'est un effet de seuil. C'est un effet de seuil. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, à niveau quantique, il se passe un tas de trucs très rigolos. Hein. Par exemple, la superposition d'états. Vous voyez, les fameux chats qui est mort et vivant. On dit, il n'est pas mort ou vivant, c'est d'accord, mais non, c'était une métaphore. Ce n'était pas un chat. Mais par rapport à une particule, elle peut être sous forme de particules ou de ondes, par exemple. Non, et même tous les essais d'ordinateurs quantiques essaient de travailler avec des particules en état de superposition. Bon, imaginez-vous la superposition quantique. Ou l'intrication quantique. Vous voyez, deux particules qui sont interagies à un moment donné continuent à interagir, à jumeler, aussi lointaines qu'elles soient. Même il y a des essais de se servir de ça pour des communications, mais apparemment ça ne marche pas très bien, mais il y a des essais de se servir comme communication. Vous voyez, deux particules qui sont interagies, voilà. Chose qui... c'est qui dit la phrase sur la compréhension du quantique? C'est Feynman. Non, C'est François. François. N'importe quoi. Richard, c'est le temps de réfléchir. Richard Feynman. Richard Feynman, il va dire, si vous dites que vous avez compris, si vous dites que finalement il n'est là que pour participer. On a un quota de Français, vous savez, dans les collectifs. Lui, c'est notre quota de Français. C'est Richard. Richard Feynman. Oui, Richard Feynman, à un moment donné, il va dire, si vous pensez que vous avez compris la théorie quantique, c'est parce que vous n'avez pas compris. Pourquoi? Parce qu'il y a du non compréhensible, vous comprenez? Pour nous, on peut constater, on peut étudier, mais on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, comment vous voulez comprendre l'intrication quantique? L'intrication quantique viole l'universalité des C, de la vitesse de la lumière, par exemple. Oui, non. Vous comprenez? Bon. Alors, il y a l'effet de seuil en bas, pour dire comme ça, vers les micros, pour nous, à niveau de compréhension, mais il y a un effet de seuil aussi en haut. C'est-à-dire, par exemple, quand à chaque fois qu'on essaie d'appliquer des niveaux de raisonnement limités, qui sont les nôtres, limités par exemple, pour comprendre les macro-processus économiques, les guerres, ou même des phénomènes atmosphériques, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est-à-dire, on est là en train de dire, mais si tous les hommes du monde se tenaient par la main, vous voyez, finalement, j'ai réussi à m'entendre bien comme mon voisin, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la paix en Ukraine? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a au moins deux niveaux de seuil, n'est-ce pas? Deux niveaux de seuil qui limite déjà l'émergence d'une situation à niveau vivable, au niveau de la vie, n'est-ce pas? Un, il est micro,
C'est-à-dire que, vous savez, quand les gens, il y a des gens qui vous parlez, moi je fais attention parce qu'il y a eu l'expérience des SOCAL, peu importe, et donc j'essaye de pas trop me mêler de physique quantique, mais disons, quand on parle de physique quantique, il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais le cerveau il est quantique, n'est-ce pas? Je veux dire, le cerveau il est quantique, ça veut rien dire. À niveau de la structuration du cerveau, on n'est plus dans des phénomènes quantiques. Vous comprenez? On n'est plus. Les chats sont vivants ou morts. C'est comme ça. C'est-à-dire, on dit oui, mais on est constitué d'énergie et des atomes. Oui, d'accord, mais à niveau de la constitution des formes, non? Ben là, non. C'est-à-dire, le phénomène quantique n'agit plus. C'est-à-dire, à niveau quantique, par exemple, on est dans des phénomènes tout à fait probabilistiques. Vous voyez, on a tant de probabilités que ce soit une particule, tant de probabilités que ce soit, etc., n'est-ce pas? Et plus on ajoute des observables, hein, c'est Heisenberg, c'est-à-dire si on ajoute des observables, l'imprédictibilité devient ravageante, par exemple. Bon. Or, à notre niveau, n'est-ce pas? À notre niveau, non, on peut utiliser des lois prédictibles, des prédictibilités. Il y a un certain niveau de prédictibilité qui est possible. D'ailleurs, sinon, ça serait encore plus bordélique, non? Et si on saute à un niveau macro, bah, à nouveau, on est dans un mode de fonctionnement qui est à notre niveau de compréhension, c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on peut étudier les phénomènes macro, qu'on peut étudier et comprendre les phénomènes micro, mais il y a quelque chose de la incompréhensibilité qui est fondamental dans la théorie de la situation, parce que la théorie de la situation, justement, prétend que la compréhension, elle est limitée, pas bornée, c'est pas pareil, bornée c'est un côté négatif, n'est-ce pas? Elle est limitée par des effets de seuil. Vous comprenez? C'est-à-dire que la compréhension est limitée par des effets de seuil. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye d'agir sur les macros ou de coller des phénomènes micros à la situation, on les loupe. On les loupe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit, bon, mais nous, on se met d'accord et on voit que la paix mondiale est possible. Eh bien, là, c'est la même incompréhension, la même incompatibilité des raisonnements que si on dit, mais je suis fait des molécules, alors, je me souviens une fois, un talk, c'était très rigolo parce que parfois, on pouvait donner des cours entre nous, je racontais 1000 fois cette anecdote, mais je raconte 1001. Alors, parfois, on pouvait être ensemble. Non? On était ensemble dans une cellule avec des paysans, avec un Indien d'une fédération agraire, je sais pas quoi, et moi, je donnais un cours de physique. Non? Et alors, je cogne comme ça contre le mur, et je dis, tu vois, ça, c'est du vide, avec très peu de matière. Et alors l'Indien me dit, ah bon, tire-toi alors. L'Indien, il avait compris la désintrication. Il avait compris l'effet qu'effectivement, il y a des niveaux de seuil, un niveau de seuil. Moi, ça m'a pris des années pour comprendre qu'il y avait des niveaux de seuil. Par contre, je savais que je ne pouvais pas m'en aller de la prison parce qu'il y avait comme un problème. Il y avait un problème. Ces murs-là étaient faits à 99% de vide. Et pourtant, on était là-dedans comme des cons. Ouais, bon. Et donc, ça fait comme la lumière avec la vitre. La lumière, elle passe, mais toi, tu contrôles la vitre. Non, tu peux passer si tu as des ergots, tu vois. Et bon. Et alors, cette question de seuil. Cette question de seuil, oui. Il n'y avait pas un truc à Non, là, vaut mieux pas. C'est bien un truc à lire. C'est le moment ou jamais. Non, attends, je pense que... Après, quand je serai pape, c'est trop tard. Hein. Bien. Alors, on va faire un saut. On va faire un saut, quitte à revenir après. Hein. Alors, nous pouvons dire qu'il y a des phénomènes de seuil différents. Un phénomène de seuil est un phénomène d'émergence d'un nouveau type d'ordre, pour dire comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire un nouveau type d'ordre, un nouveau type de circulation. Nous avons dit, sans l'expliquer, on va venir, la situation, toute situation, elle est biodépendante. C'est-à-dire que la situation, nous nommons situation, non? Quelqu'un d'autre, on n'a pas un copyright, et nous nommons situation un phénomène
d'unification qui dépend du vivant. On va revenir. Mais pas tous les phénomènes de seuil sont des phénomènes du vivant. Par exemple, en physique, tout phénomène de thermodynamique de style structure dissipative et l'émergence d'un certain ordre, n'est-ce pas, que serait la négantropie. Hein? Il y a émergence d'un certain ordre sans qu'il y ait du tout l'intervention d'un être vivant. Nous pouvons dire, vous voyez, c'est cet excès de réalisme nécessaire à toute phénoménologie. Hein? C'est-à-dire par là, il est où c'est du ridicule. À côté de Gérard. Il est vachement aidé quand même. C'est faux. On se demande pourquoi est-ce qu'on est dans l'état qu'on est. Alors il est où Barabas? Non, c'est une petite feuille. Ah là. On n'est pas aidé. Il faudrait demander à un Français de classer. Je demande un Allemand. Il Allemand, s'il te plaît. Il faudrait travailler avec un Allemand. Bon, si je ne les trouve pas tout de suite, j'arrête la recherche parce que ça devient gênant. Attends, parce que quand même, c'est dommage. Bon, je vais dire la phrase de Barabas et toi tu vas me dire si c'est correct. Non, mais je la fais pas comme prière. Je la connais pas par cœur. On n'est pas aidé. Et comment s'appelle le bouquin? L'appartenance vers une cosmologie phénoménologique. D'accord. Et alors, à un moment donné, Barabas va dire si nous pouvons observer le monde, c'est quand même parce que quelque chose se donne à voir. Hein? Quelque chose se donne à voir. Vous voyez que moi je pense que ce bouquin est fondamental, non? Parce que dans la phénoménologie, il y a quelque chose qu'on risque, vous voyez, de perdre de ces contenus résistants. Vous comprenez, cette continu résistant. C'est-à-dire que quand même on est en train de parler, vous comprenez, il y a comme deux écueils. Un écueil, c'est l'écueil kantien ou néo-kantien, hein, c'est-à-dire la perte de ce qui échappe à la description. Et de l'autre, c'est noyer dans la description, dans laquelle la carte prétend absorber les territoires. Quand nous sommes dans la phénoménologie, que ce soit Damascius, que ce soit peu importe, n'est-ce pas, quand on dit les connaissances unies au connaissable du connu, hein, quand on est là, les dangers, c'est de perdre du coup les connus, de vue les connus. Vous comprenez, c'est toujours ce danger-là, c'est le danger que, pop, on tombe dans les trucs autoréférentiels. Vous comprenez, c'est-à-dire que finalement j'oublie les connus, hein, et je m'occupe du connaissable et des connaissants. Non? C'est pour ça que c'est tellement important ce que va aborder là Barbaras, merci, quand il va dire effectivement attention parce que le monde offre quelque chose avec cette chose-là, avec cette perturbation-là, avec cette X-là, je peux construire une image. C'est ce que Stefano Mancuso, l'italien de Florence, hein. Stefano, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la plante se comporte comme s'il avait des organes que nous on appellerait neurophysiologiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme s'il avait des perceptions neurophysiologiques. Comme si. Il n'a pas l'organe que nous utilisons, mais avec la perturbation, la plante va construire quelque chose. Avec la même perturbation X, je construis une image. Mais un autre organisme avec la perturbation X, peut-être, je dis comme ça, hein, c'est pas, va construire peut-être une température, vous voyez, on va construire un son, on va construire, peu importe, vous comprenez, c'est-à-dire, la question c'est qu'il y a quand même, il y a là-dedans, cet échange, que ce n'est pas avec une chose en soi numérique perdue, c'est une unité. Cette unité, c'est lui qui l'a décrit le mieux, de mon point de vue, c'est Spinoza. Hein. Cette unité, c'est lui qui l'a décrit le mieux, c'est Spinoza.
Et cette unité, après, sera reprise par Ernest Mach, le physicien, quand il va dire, et là on s'approche de la question du vivant, quand il va dire les mondes, les sensations sont les modes à travers lesquels les mondes se présentent au monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que Mach va mettre, parce que Mach il est dans les questions, voilà, les questions de 1900, vous voyez, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas? Alors lui, il va abandonner le réalisme naïf, il ne va pas aller vers un subjectivisme, bon, aucun d'eux va vers un subjectivisme radical, il va dire, ce qu'il y a, c'est des sensations, des faisceaux de sensations. Des faisceaux de sensations dans lesquels il n'y a pas un corps qui a des sensations, c'est un faisceau de sensations qui constitue un corps. Vous comprenez? Les sensations constituent un corps. Hein? Alors, je disais, il y a des effets de seuil, donc non organiques, pour dire comme ça, que ce soit... alors, quand nous écrivons une unité, parce que c'est ça on parle, non comment on construit des unités, hein, on peut dire par exemple que la résultante d'un espace vectoriel crée une unité. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la résultante, elle n'a pas un lieu physique d'existence, elle n'existe que comme une force à l'intérieur de chaque vecteur de l'espace vectoriel. Hein, c'est-à-dire, la résultante n'émerge pas physiquement. La résultante se manifeste comme une force dans chaque vecteur. Et effectivement, ça fait qu'il y a des systèmes dynamiques en interaction qui constituent une unité. Vous voyez? Qui constituent des unités. Et là, on n'est pas du tout dans les vivants. Hein. Je me souviens que dans les laboratoires de logique floue à Jussieu, je suis allé il y a très longtemps et on étudiait la logique floue à travers les embouteillages, la circulation routière, parce qu'il y a une imprédictibilité totale et tout à coup émerge quelque chose, que pour la personne qui est dans l'embouteillage c'est un bordel, mais que c'est quand même émerge une unité, une densité. Imprédictible, mais inévitable. Imprédictible, mais il y aura, n'est-ce pas? Bon, alors nous ne pouvons pas dire, donc, que, c'est là où je voulais en venir, nous ne pouvons dire que toute unité est systématiquement biodépendante. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est simplement le vivant qui peut créer des unités. Nous devons accepter, comme ça, qu'il existe des formations de densité ou des unités, des systèmes unifiés, absolument indépendamment du vivant. Vous comprenez? Alors là, vous imaginez, pour les tournants linguistiques, c'est une hérésie absolue. Même pour certains phénoménologues, c'est quand même un pas de trop, n'est-ce pas? Mais nous pouvons dire que oui, il y a des phénomènes d'émergence d'ordre qui ne sont absolument pas dépendants d'une interaction avec des corps vivants. N'est-ce pas? Et par contre, hein, et c'est là où on va voir la chose, nous nommons situation non pas à n'importe quelle émergence d'un système émergent auto-organisé, hein, nous nommons situation à un ordre qui correspond à une unité vivante avec les caractéristiques et la singularité du vivant, dans lesquels les liens qui la constituent, nous pouvons dire les liens qui la constituent sont ces sensations-là. Mais quelles sont alors les différences? On peut revenir, parce que c'est un peu, je sais que c'est un peu épais et compliqué tout ça, mais quelle serait la différence entre l'émergence d'une unité auto-organisée, qui n'a rien à voir avec les vivants, non, qui existe, que nous pouvons que constater, et une unité vivante? Quelle est la différence? Eh bien, la différence est, et pas pour rien, avec une grande discussion avec Varela et pas mal de gens qui étaient dans la théorie émergentiste, non, les biologistes moléculaires notamment, non, qui vont parler que des bottom-up, hein, seulement. Eh bien, la différence, c'est, effectivement, si on est biologiste moléculaire et on adhère à une hypothèse bottom-up, purement bottom-up, il n'y a plus rien à dire. Là, bon, ça y est, c'est fini.
on applique partout la théorie de l'émergence, on dit qu'à partir du simple émergera les complexes. Bon. La critique qu'on va dire, c'est-à-dire que la théorie bottom-up est vraie, émerge des niveaux de complexité au-delà du vivant, mais pour les vivants, nous ce qu'on va dire c'est que le vivant et ces modes de auto-organisation dans lesquels le tout précède les parties. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un tout qui est donné par quoi? C'est tout, c'est pas métaphysique, c'est un tout de l'hérédité. Hein, c'est-à-dire, c'est là le débat qu'il y a avec Varela, mais pas qu'avec Varela, que quand ils veulent définir la singularité du vivant, oublie, entre guillemets, l'hérédité, la reproduction. Vous voyez? Donc, il crée, c'est-à-dire que pour pouvoir créer une assimilation vie artificielle, vie biologique, on doit laisser de côté la reproduction. Pourquoi? Parce que dans la reproduction, c'est que nous avons, c'est effectivement que c'est tout de l'organisme, ces corps précèdent les parties. Ou pour prendre ces concepts très rigolos d'Artaud et que Deleuze et Guattari vont beaucoup utiliser, qui est le corps sans organes, n'est-ce pas? Le corps sans organes, c'est un concept poétique créé par Artaud, mais c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue biologique, parce qu'effectivement les corps sans organes, les corps sans organes, c'est, disons, les modes d'existence et la dynamique propre à un corps vivant, hein, dans lesquels on peut opposer aux organes sans corps. Vous comprenez? Alors les organes sans corps, c'est quoi? Les organes sans corps, c'est effectivement la machine, l'agrégat Lego, dans lequel vous pouvez toujours ajouter une application. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je vais créer une intelligence artificielle, une vie artificielle, vous voyez, ou l'annonce tous les 2 ans, c'est comme ça, c'est biannuel, dès qu'on a créé une bactérie artificielle. C'est tous les 2 ans, on crée la première bactérie artificielle. Celle qu'on avait créée avant, on l'a oublié, mais tous les... Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, vous savez, le problème principal pour créer une bactérie artificielle, c'est la membrane. Hein, c'est la membrane, c'est un des problèmes techniques principaux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Agrégativement, on dit, il faut ci ou ça. Par exemple, pour la conscience artificielle, je me souviens d'une discussion avec Cardon, par bouquin interposé, parce qu'en principe, on devait faire un bouquin ensemble, après, on était tellement différents, chacun fait son bouquin. Mais Alain Cardon avait fait un modèle de conscience artificielle qui a vendu à l'armée de l'air. Comme je suis antimilitariste, ça m'a réjoui. Mais effectivement, à un moment donné, j'ai dit, mais le problème c'est que pour un cerveau humain, la faille, ce qu'on nomme une faille, n'est pas une défaillance. La faille, ça a à voir avec la singularité de sa naissance, de son espèce. Vous voyez, la faille, ça a à voir avec tout ce qui fait qu'on n'a pas de biais cognitifs. On a des affinités. On a le tropisme, des affinités, des désirs. Vous comprenez, la faille, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, psychopathologiquement, personne n'a une faille. A des modes d'existence. Chacun a un mode d'existence, un mode d'être au monde. Alors, si ce mode d'être est destructif, n'est pas destructif, bon, peu importe la limite, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas une faille. Bon, alors, je dis, les cerveaux humains fonctionnent toujours à partir de cette faille qui permet de créer des asymétries. Vous savez que les asymétries, c'est un élément fondamental épistémologique qui permet déjà les premiers repères. Hein, dire devant, derrière, droite, gauche. Une machine n'a pas devant, derrière, droite, gauche. Enfin, et alors, je dis, il y a une faille. Alors, Alain Cardon, il dit, oui, il faut admettre qu'un cerveau humain a une faille. Alors, il dit, on va incorporer une faille au système. C'est pour ça que je me suis réjoui que les gens à l'armée, un programme avec un bug incorporé, quoi. Alors, comment vous introduisez, par exemple, une faille, hein? Vous introduisez une défaillance, pas une faille. Une faille, je parle d'une faille dans le sens structurel. Bon, c'est pas très compliqué. Il suffit de connecter votre système avec n'importe quel système aléatoire. Et par exemple, tous les 3 minutes, je ne sais rien, vous voyez, chaque laps de temps,
vous avez l'information de combien de gens sont connectés, par exemple, à Facebook. Et boum, vous voyez, c'est absolument aléatoire, vous ne pouvez pas savoir. Le système ne peut pas prévoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a ajouté un module de plus. Vous comprenez? Alors, le propre du vivant, c'est que ce n'est pas un ensemble de modules. Si je parle de Mancuso, c'est parce que justement, Mancuso, ce qu'il va montrer, c'est que finalement, le mode vivant est un mode d'auto-affection qui interagit de façon non adaptative avec son milieu. Non adaptative parce que c'est pas sûr que ni la bête ni la plante va faire ce qu'il faut faire pour survivre. Pour la bête et la plante, le plus important c'est de continuer à exister dans son être, quitte à disparaître, n'est-ce pas? Donc dans une situation, nous on dit c'est un mode d'émergence d'une dimension d'ordre qui ne peut pas être identifié avec la simultanéité de l'émergence d'une résultante. Vous comprenez? C'est-à-dire que la résultante d'un espace vectoriel, effectivement, peut nous permettre de comprendre juste un certain point un organisme vivant. Mais c'est jusqu'à un certain point. Parce que l'organisme vivant n'agit pas de façon bottom-up, synchronique, n'est-ce pas? Sinon qu'il agit de façon bottom-up, top-down et en permanence. Et c'est quoi le top-down? Le top-down, c'est tout qui précède. C'est tout qui précède. Alors, ce tout qui précède, les amateurs d'algorithmes vont dire le tout qui précède, c'est l'information qui est dans les gènes. Bon, heureusement, les amateurs de l'algorithme, depuis 10 ans, ils ont été trompés par un algorithme infidèle, et maintenant on se rend compte que la centralité du gène est comparable à l'interrupteur de la lumière, n'est-ce pas? C'est-à-dire que permet ou permet pas l'expression du gène, n'est-ce pas? Mais qu'il n'y a pas une information. C'est-à-dire qu'il y a tous les phénomènes épigénétiques qui vont permettre ou pas permettre l'expression du gène et le développement, n'est-ce pas? Mais que, on a abandonné l'idée de qu'il y avait de façon pléromatique dans les gènes une information qui va se déplier. Plutôt, on va voir un ensemble permanent d'interactions épigénétiques, génétiques, etc., à travers lesquelles une forme se manifeste. Et cette forme-là se manifeste dans une certaine robustesse, n'est-ce pas? C'est-à-dire les chats ne font pas des chiens. C'est-à-dire, pourquoi? Eh bien parce que une situation biologiquement dépendante, elle est étendue dans les temps. Elle est étendue dans les temps. C'est-à-dire que nous ne pensons pas qu'on puisse prendre un individu d'une espèce, par exemple, et dire, voilà, ça c'est l'organisme. N'est-ce pas? L'organisme est compréhensible à travers ce qui est une situation étendue dans les temps, qui est l'évolution de l'espèce. C'est pour ça qu'on dit, pour les vivants, il y a un tout qui précède les parties. C'est-à-dire, c'est ni la somme des parties, ni moins, ni plus que la somme des parties. C'est un rapport différent. Et c'est ce qu'ils disent... effectivement, cette métaphore du corps sans organes, n'est-ce pas, qui veut dire, bon, finalement, je ne sais pas s'il voulait dire ça, Artaud, mais pour nous, on peut dire, bon, finalement, la partie intensive, non, de l'organisme, de cette unité organique, la partie intensive, c'est ce qu'on identifie comme cette puissance des corps sans organes. C'est ce qui va se déployer dans un rapport permanent, non, milieu, environnement, corps, etc., qui va se déployer, cette partie intensive va se déployer à travers la production des organes qui sont toujours historiques. En plus, il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire parce que ce n'est pas les mêmes organes du tout. De l'amibe fondamentale à nous, non,
mais même dans chaque espèce, il y a quand même une sorte de changement, changement des branchements, changement des fonctions des organes, changement des fonctions cérébrales, etc. En permanence, ces changements-là, qui permet quand même qu'il y ait quelque chose qui explique les changements dans la mémété. Que c'est la autre grande différence avec l'agrégat. C'est-à-dire, la mémété, le fait d'être même d'un organisme, est fondé sur les changements permanents des parties extensives qui le composent. Par contre, dans une machine, la machine reste même dans la mesure où maintient ses formes extensives, ses parties extensives. C'est l'exemple de la voiture, etc. Donc, je vais au garage, je donne ma voiture, je viens la chercher, ils m'ont changé le châssis, la carrosserie, les moteurs, les volants, le siège. Ils me disent c'est ta voiture. Je dis non, c'est pas ma voiture. En tant que né un môme, tu pars en voyage d'affaires, tu l'as vu la première semaine, tu pars en voyage d'affaires 2 mois, tu reviens et il te reconnaît, tu le reconnais, mais aucune partie extensive de celle qu'il y avait quand il est né reste. Mais pas un atome. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes ses parties extensives. Alors, les propres... la situation, nous devons le penser comme cet ensemble biodépendant dans ce sens-là. Vous comprenez? Un ensemble dans lequel l'unité n'est pas donnée par une résultante mécanique, l'unité est donnée par c'est tout transmissible et en permanente évolution. Alors, c'est tout là, si on dit mon corps est ma première situation, on dit ah ben là il y a une individuation nommable, vous voyez, c'est le corps de Pierre. Vous voyez? Si, mais notre corps est constitué à 90% des bactéries et 10% des cellules somatiques. N'est-ce pas? Alors, effectivement, encore déjà, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Merleau ne pensait pas à ça, mais quand Merleau dit « mon corps, c'est ma première situation », en fait, oui, on est déjà dans une situation qui est toujours en multiple, structurée, vous comprenez, auto-organisée, et toujours une multiplicité. Je dis ça parce que nous allons passer rapidement, après on va s'arrêter là jusqu'à la prochaine fois, nous allons passer à quelque chose qu'on a développé avec Bastien, non, qui est ce qui tisse, ce tissu sensitif qui détermine l'unité d'un corps. Non? Or, ce tissu sensitif, il est fait aussi de ce que nous avons appelé une surface aperceptive commune. C'est quoi une surface aperceptive commune? C'est-à-dire que dans une unité organique, l'ensemble des organismes qui la constituent partagent l'interaction avec les perturbations qui arrivent à l'ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une surface commune. C'est-à-dire que les éléments, les parties d'un organisme, ils ont leur façon d'être affectés, mais à la fois jouissent, profitent de comment sont affectées les autres parties de l'organisme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si on reste à cette première situation, mon corps, il est affecté par des perturbations. Ces perturbations affectent, que ce soit la chaleur, une radiation, peu importe, il est affecté. Cette affection, affectera de façon différente les bactéries qui les composent, les mitochondries des cellules, il va affecter mais une unité organique n'est pas un assemblage des modes d'affection, vous comprenez? Ce n'est pas la somme de comment sont affectées mes bactéries, mes cellules, mes organes. Il y a une aperception commune. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans une situation organique, émerge une perception commune. Si on le pense au niveau d'un écosystème, au niveau d'un micro-écosystème, un écosystème en parlant comme une unité. C'est-à-dire pas holistiquement le monde, c'est pas Gaïa, c'est une situation dans laquelle il y a une unité, avec une clôture opérationnelle, etc. Bon, alors, on peut dire par exemple que
le singe qui est là, la plante qui est ici, le lapin qui est là, l'humain qui est là, l'arbre, vous voyez, c'est un ensemble qui constitue une unité organique, ne sera pas chaque élément affecté seulement de la façon dont lui peut être affecté de par sa composition corporelle. Il sera affecté aussi par comme les autres éléments sont affectés. Vous comprenez? Or, cette surface de la perception commune ne crée pas une unité de la chair. On ne fusionne pas. Elle est distributive. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a, on peut le dire comme c'est un peu schématique, mais disons, pour le dire comme ça, il y a deux niveaux et des modes d'affection pour un organisme vivant. Un mode sera le mode qui correspond à ma constitution physique, anatomique, physiologique. Il y a un autre mode qui est comment, à l'ensemble auquel je suis incorporé, cette perturbation affecte. Vous voyez? C'est comme une sorte de... Je fais très attention, vous voyez, pour ne pas dire les mots information, mais c'est une sorte de double mode d'affection. Je suis affecté par ma constitution physique organique, mais je suis aussi affecté par comment il est affecté dans son ensemble les autres éléments, les autres organismes qui font partie de cette situation organique. Vous voyez? Et c'est distributif. C'est distributif pourquoi? Parce qu'effectivement, cette perturbation va me toucher. C'est-à-dire que je vous donne un exemple qui est un peu merdicus, mais bon. Je suis avec mon chien, si je suis en bon rapport comme ça d'intelligence avec mon chien, c'est-à-dire que je n'essaie pas de le dresser, j'essaie de voir comment il existe, et lui il voit mieux que moi et plus vite comment j'existe, parce que lui il ne se perd pas avec des blabla à la con. Alors bon, et entre lui et moi, tout à coup, il y a quelque chose que lui il peut apercevoir que moi je n'ai pas pu apercevoir. Mais dans ce fonctionnement à travers des liens subtils, vous voyez, des liens subtils qui constituent cette unité organique, n'est-ce pas? Eh bien, je profite de son affection, mais je ne profite pas de son perception de la même manière que lui il a vécu, vous voyez? C'est-à-dire, mettons qu'il reçoit une très forte son ultrasonique. Bon, sa réaction va me permettre à moi aussi de réagir. Sauf que je ne vais pas réagir en apercevant les ultrasons. Vous comprenez? C'est là où il y a une surface perceptive commune créée par ces liens subtils. Liens subtils, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'union de la chair, vous comprenez? C'est une unité organique. Non? Parce que cette surface perceptive commune n'existait pas précédemment chez l'un et l'autre isolément. Bien sûr, cette surface perceptive émerge quand il y a une unité organique. Les unités organiques se défont, vous voyez, c'est-à-dire c'est très très dynamique, c'est à différents niveaux, vous voyez, c'est-à-dire tout à coup émerge ou n'émerge pas, vous voyez, l'unité situationnelle. Par contre, effectivement, existe, c'est ce qu'on appelle cet état critique étendu, état critique pour dire d'un point de vue thermodynamique, l'émergence d'une unité ordonnée est un état critique étendu. Alors, existe cet état critique étendu diachronique, qui est que je suis là. Vous voyez, il y a une permanence de moi, ou de mon espèce. Mais, bon, synchroniquement, émerge la possibilité de que je profite d'une aperception que mon organisme ne peut pas produire. C'est compréhensible, ça? C'est-à-dire que je profite de ça. Mais je profite non pas de la même façon que lui profite. Ce n'est pas que je vais sentir les ultrasons. Je profite d'une façon distributive. Et c'est une traduction d'un message. C'est une transduction. C'est une transduction. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une formation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas une question sémantique. C'est-à-dire, si je dis, je reçois l'information, on partage l'information, ça conduit tout à fait à notre modèle. Ça conduit tout à fait à notre modèle, ça conduit absolument à notre épistémologie, à notre ontologie, à notre compréhension du monde, de la biologie, n'est-ce pas? Si je dis, c'est une information.
parce qu'effectivement, du coup, alors on est dans le monde de l'information, dans lequel l'information peut arriver plus ou moins bien, plus ou moins mal. Mais plus ou moins bien, plus ou moins mal, par rapport à quoi? Ah bah ça c'est un trou. Ouais, c'est un trou. Ouais. Par contre, effectivement, je peux dire que tout à coup, à niveau transductif, un stimuli arrive mal. Pourquoi? Parce que ça arrive mal, mettons que je devrais les recevoir avec l'oreille et que j'ai un problème d'oreille. Vous comprenez? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire j'ai du mal à produire cette image auditive. Vous voyez? Mais ce n'est pas du tout pareil. Vous comprenez ce que je veux? On va approfondir plus tard, mais ça conduit à deux mondes absolument aujourd'hui en litige, hein, qui est le monde agrégatif de la vie et l'intelligence artificielle et le monde de la vie et de l'intelligence organique. Hein. Alors bon, voilà, nous disons, là pour un peu conclure là aujourd'hui, non, qu'effectivement nous allons nommer situation à cette unité organique qui émerge de par l'interaction des organismes vivants, hein, et qui crée cette unité, par exemple, cette surface à perspective commune, et qui crée cette unité organique que vous savez en biologie, dans tous les tests de biologie qui parlent de l'organicité, ils citent Kant. En général, ils ne sont pas lus Kant, les biologistes, mais ils citent tous, quelle phrase ils citent? La phrase « Un organisme est un dispositif dans lequel chaque partie est pour et par l'autre. Hein. » Tous les biologistes citent Kant, comme M. Jourdain. Voilà. Mais bon, voilà, nous nous attenons à ça. Effectivement, nous gardons cette idée qu'un organisme est un dispositif dans lequel il n'y a pas une centralité. Chaque partie est pour et par l'autre. Alors nous disons une situation et l'émergence d'une unité organique et qui est biodépendante pour plusieurs raisons, mais qui est biodépendante parce que c'est parce qu'il y a des corps vivants que ça devient une situation. Alors, j'ai donné par exemple souvent l'exemple comme d'émergence d'une situation à travers l'exemple anti-suisse et anti-allemand et anti-japonais du fer rouge. Les civilisations se divisent en deux. Ceux qui pensent qu'un fer rouge est un signal, et ceux qui pensent qu'un fer rouge est un mur. Vous voyez? Alors, les Allemands, les Japonais, les Suisses pensent qu'un fer rouge est un mur. Vous voyez, un fer rouge, il ne peut pas bouger. En principe, nous, les Latinos, il y a un fer rouge. Rien ne nous empêche de bouger. Plutôt, même au contraire, si tu es de Buenos Aires, tu es malin, alors tu dis, ah, c'est rouge, alors tu passes. Alors, je dis, l'exemple des fers rouges est un exemple d'émergence d'une situation ou pas. Si je suis du côté de l'humanité qui pense que c'est un mur, il n'y a pas d'émergence d'une situation. C'est-à-dire, je reçois une information forbidden, non? Et je ne peux plus bouger. Non? Voilà. Il y a un film très très vieux qui s'appelle L'ange exterminateur de Buñuel. C'est ça. C'est fantastique. L'ange exterminateur de Buñuel, je vous assure, il faut le voir pour comprendre à quoi on nomme des liens subtils qui produisent une situation organique. Hein. Ce sont des gens qui sont en train de dîner à Madrid dans une maison très chic, patatim patatam. Tout à coup, il se passe quelque chose. Alors, c'est la fin de la réunion. Et tout à coup, il y a un qui essaie de sortir. La porte est ouverte. Hein. Et il s'engêne et il revient. Et l'autre essaie de sortir. Et petit à petit, il commence à paniquer parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas sortir. Sauf qu'ils ne savent pas pourquoi il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Vous voyez? Bon, effectivement, les liens subtils, c'est ça. Les liens subtils, c'est cette unité organique qui a ses limites, qui ne sont pas des bornes. Hein. La différence entre borne et limite, c'est qu'une borne, c'est qu'une limite impossible et que je peux le dépasser. Une limite, c'est ce qui protège, au contraire, les possibles. Non? Bon, alors, dans les fers rouges, tout à coup, boum, il y a un mur. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Si par contre, je prends le fer rouge comme une indication, je dis, je tiens compte des feux rouges, je tiens compte si je marche vite, je tiens compte si le camion il est loin,
je tiens compte que le mec quand même ne va pas m'écraser, sauf qu'on a tort de penser ça. Hein. Et alors j'ai dit, j'y vais. Dès le moment que j'y vais, ça crée une situation. Vous comprenez? Tous les éléments se structurent autour de cette affection. Il est affecté, le corps est affecté. Vous comprenez? Autour de cette affection se crée une unité dans laquelle le signal rouge, les camions qui avancent, si je marche vite, si est-ce qu'il y a une merde de chien au milieu, je glisse, voyez. Alors, vous comprenez, il y a quelque chose dans lequel un ensemble absolument déterministe, c'est-à-dire tout est déterministe, crée à partir d'un certain moment une imprédictibilité, qui est le propre de la situation. Vous comprenez? C'est-à-dire, il va émerger une imprédictibilité, non pas parce qu'il y a des éléments probabilistiques, je peux tout calculer, sauf qu'à partir d'un certain niveau d'agencement, va émerger une imprédictibilité. Vous voyez? Et l'imprédictibilité, on peut la nommer que c'est dû à la sensibilité aux conditions initiales, par exemple. Je ne vais pas prendre en compte exactement toutes les conditions initiales, peu importe. Vous voyez? Mais, donc, la situation, elle va être donnée toujours par une perturbation qui provoque un fonctionnement propre à un ou plusieurs organismes vivants et change la donne. Vous comprenez? Change la donne. Est-ce que c'est la même chose que dans le film de Jacques Tati, que tu avais cité une fois, où tu as un commercial qui n'arrive pas à adopter le bon comportement dans chaque pièce, où chacun a un comportement très normé, ils arrivent à un endroit, par exemple c'est un musée, ils font c'est Playtime. Playtime, et où en fait lui, il connaît pas, il voit pas ça comme une information codée, machin, il arrive là-dedans, il connaît pas les codes justement, et il est toujours à côté de la plaque. C'est Tati, Tati c'est la vie. Tati c'est la vie, c'est-à-dire Tati c'est le côté absolument à côté de la plaque du vivant, quoi. C'est-à-dire Jacques Tati. Et Playtime c'est ça, Playtime, regardez aussi Playtime, quoi. C'est-à-dire effectivement Playtime c'est, il y a tout. Jacques Tati, il a vu là les panoptiques par exemple, non? Il va montrer à un moment donné, il y a tous les touristes américains, non? Qu'il y a un reflet dans une vitre et on voit la tour Eiffel. Alors tous les Américains font « Oh !» n'est-ce pas? Et vous imaginez Jacques Tati là est en train de parler de la post-vérité. Vous comprenez? La reproduction dans l'époque de la technique, la reproduction de l'œuvre d'art dans l'époque de la technique. La différence c'est la répétition. Il est en train de parler de tout ça Jacques Tati là. Hein? C'est-à-dire finalement pourquoi c'est plus vrai la tour Eiffel qui est là que la tour Eiffel reflétée ici. Vous comprenez? Alors oh, voilà. Oui, c'est à côté de la plaque qui n'est pas un biais cognitif, mais qui est le vivant. Le vivant. Parce que s'il y a une chose que la machine n'arrive pas à faire, c'est parce qu'il n'a pas de corps, c'est suivre ses lubies, suivre ses tendances, ses tropismes. Vous voyez? Et la machine, si elle n'est pas adaptative, c'est parce qu'elle ne marche pas. Nous, si on est adaptatif, c'est parce qu'on est démoli. Vous comprenez? C'est-à-dire un être vivant qui est adaptatif, c'est parce qu'il est démoli dans sa singularité, vous voyez. C'est parce qu'on l'oblige, d'une certaine façon ou d'une autre, à agir contre ce tropisme. Et alors donc, oui. Ah non. Non, j'allais faire le commentaire sur tous les modules de conduite du changement, les entreprises, et vous voyez bien à quel point c'est d'une violence, voilà, ce coaching relève de cette même volonté-là de s'attaquer à ce qui résiste chez les vivants, justement, ou en tout cas qui freine cette idéologie d'adaptation, en tout cas la bonne transmission, intégration de cette idéologie d'adaptation permanente. Bref, mais c'était un commentaire. Un stimuli, un entreprise, alors je suis d'accord. Et un stimuli comme une perturbation n'est pas une information. Un stimuli est un stimuli en tant que puissance transductive s'il peut être perçu et aperçu par le vivant. Pourquoi? Parce que le vivant n'est jamais en réaction de quoi que ce soit. Vous comprenez? C'est-à-dire que la perturbation n'est pas les inputs à travers lesquels il y aura un output. Vous comprenez? La perturbation seulement est perturbation par et pour les vivants. Vous voyez, c'est-à-dire que, dit d'une autre façon,
il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Il y a un regard extraordinaire sur l'ordinaire, pour dire comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le vivant qui, parce que vivant, avec X perturbations, fera les extraordinaires, dans le sens littéral du mot, non? Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va changer. Et c'est un tout petit peu l'exemple que j'ai donné, vous savez, les fameux films Hiroshima, mon amour, dans lesquels il y a les Japonais et la Française. Alors la Française, elle dit, j'ai tout vu à Hiroshima. Et les Japonais leur répondent, tu n'as rien vu à Hiroshima. Alors elle insiste, elle dit, oui, j'ai vu les murs, j'ai vu les enfants calcinés, j'ai vu, elle raconte. Et les Japonais leur répondent, tu n'as rien vu à Hiroshima. Et alors on se dit, il n'était pas ophtalmo, les Japonais. Non, parce qu'il faut évaluer toutes les hypothèses. Et alors donc, pourquoi il n'a rien vu à Hiroshima? Mais parce que si elle avait été perturbée vraiment par Hiroshima, ça se verrait dans un changement du fonctionnement de la personne. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un tout petit peu le problème que nous avons aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, il y a les gens qui disent quelle horreur la guerre, quelle horreur la ségrégation, quelle horreur les gens dans la rue, et ils le disent vraiment quelle horreur, n'est-ce pas? Et alors tu peux dire, tu n'as rien vu à Hiroshima. Pourquoi? Parce que s'il a vu Hiroshima, quelque chose est modifié dans son être. Et quelque chose est modifié. Pourquoi? Parce qu'émerge un élément qui modifie la situation. Voire qui crée une situation nouvelle. Hein? C'est-à-dire, si tu as vu, donc en tant qu'action, c'est toi qui as considéré que ça, de par ta constitution, ça t'est modifié. Vous comprenez? C'est ça la différence entre information et perturbation, c'est-à-dire qu'aucune information, et ça malheureusement on ne fait que les constater au quotidien, aucune information nous fait voir quoi que ce soit. Au contraire, plus on est informé, moins on peut voir, dans le sens du japonais dans les films. C'est comme si tu avais développé un module. Un module être... Oui, un module d'information, tu vois, alors les cons vont au bar, tu vois, ils parlent, tu vois, moi ça m'est arrivé, pour mon plus grand malheur, de fréquenter pendant quelques années les milieux de reporters de guerre. Ah, c'était une horreur, tu vois, parce qu'ils parlaient, et tu disais, ils n'ont rien vu à Hiroshima, et c'est une horreur, je ne dis pas qu'il doit avoir la mouche blanche parmi les reporters de guerre, mais et la façon de parler des reporters de guerre, c'était quand même l'élite de l'élite, je ne vais pas la nommer, je fais attention à vous. Mais effectivement, je les entendais parler et j'ai senti une sorte de nausée, n'est-ce pas? Parce que eux qui apportaient toute l'information, ils n'avaient rien vu. Okay? Et c'est évident, parce que s'ils avaient vu, il ne pouvait plus être comme ça. Vous comprenez? Et ça aussi, ça a à voir, vous voyez, c'est une dimension, c'est une analogie, c'est pas une métaphore, c'est une analogie, ça fonctionne comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour les vivants, à différents niveaux, donc, non? Pour les vivants, de toute façon, tout se passe avec, mais qu'est-ce que tu as fait avec la perturbation? Et une situation est toujours un ensemble biodépendant qui crée cet ensemble organique dans lequel, effectivement, il y a un traitement, non pas de l'information, mais de la perturbation, comment est distribuée. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder un tout petit peu ce qui raconte Match, par exemple. Je vous conseille de voir un tout petit peu ce que raconte Ernest Match, des sensations, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comment un physicien qui se pose les grands problèmes de la réindividuation et la déconstruction de 1900 du socle, comment est-ce qu'il arrive à dire c'est les sensations, c'est quand même, les sensations sont le mode à travers lequel le monde se présente au monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça serait un poète, ça serait génial, c'est un physicien dur et pur, qu'il arrive à la conclusion que finalement, ce qui va tisser une unité,
c'est l'ensemble des sensations. N'est-ce pas? Et ça, il faut l'articuler avec Michel Henry. Et après, il faut lire la leçon inaugurale de Stanislas Dehaene au Collège de France 2004 pour avoir la vision du trottoir d'en face. Oui, mais tu veux nous dire quelques phrases pour dire comme un jingle à la fin du programme? Non, rapidement, pour voir comment c'est formulé. Donc c'est la leçon inaugurale de 2006, pardon. Je vous lis le passage rapidement. Une seconde catégorie des lois de la psychologie trouve son origine à un niveau de description que l'on pourrait qualifier d'algorithmique. L'invention de l'ordinateur. Pardon, mais c'est parce que l'heure passe, l'heure tourne, il est 33, alors je voulais pas. L'invention de l'ordinateur, les travaux d'Alan Turing ou de John von Neumann, mais aussi ceux de Noam Chomsky ou David Marr, ont conduit à l'apparition d'une science de la computation dont l'objet est l'invention et l'analyse d'algorithmes aptes à résoudre avec efficacité les problèmes les plus divers, reconnaissance visuelle, stockage d'informations, apprentissage de grammaire formelle. Le cerveau humain, superbe exemple de système de traitement de l'information, est souvent confronté aux mêmes problèmes pour lesquels il n'existe qu'un petit nombre de solutions efficaces. Ainsi, les lois que le psychologue dévoile répondent-elles souvent à des contraintes algorithmiques universelles. Une large part de la psychologie cognitive consiste ainsi à tenter d'inférer les algorithmes de la pensée. Alors, ensuite, Dehaene nuance un peu, il dit attention, cette analogie avec l'ordinateur, elle est trompeuse, puisque en réalité, alors il continue comme ça, le cerveau est une machine étonnante comprenant de multiples niveaux d'architecture enchâssés massivement parallèles, mais il continue en disant avec 100 000 millions de processeurs, 1 million de milliards de connexions, cette structure reste sans équivalent en informatique, et ça serait une erreur profonde de se contenter de la métaphore avec l'ordinateur. Mais ce qu'il dit par la suite, c'est qu'en fait, il y a juste un saut de plus dans la complexité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de singularité qualitative, mais il y a un saut de plus dans la complexité, et ça rejoint la phrase de c'est la phrase de Petitot, c'est un saut de plus dans la complexité, c'est-à-dire le vivant est un saut de plus dans la complexité. Et effectivement, c'est-à-dire c'est la même idée fondatrice de l'épistème, comme dirait l'autre, de la modernité, quand on va dire que Copernic va énoncer, va dire la seule différence entre Dieu et les hommes, c'est que Dieu connaît depuis toute l'éternité tous les théorèmes, la mathématique universelle, et l'homme ne connaît pas tous encore. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un saut, non, il manque un saut. Ce saut-là, certainement, ça peut être pour eux l'ordinateur quantique, par exemple, qui pourrait traiter facilement la même quantité d'informations qu'ils disent traite le cerveau. Mais ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est cette altérité. Cette altérité que, de mon point de vue, de notre point de vue, effectivement, aujourd'hui, c'est le défi fondamental. Le défi fondamental, c'est pouvoir déterminer, mais qu'est-ce que c'est cette altérité? C'est-à-dire que cette maille à travers laquelle émergent les formes de la réalité, ben, cette maille-là n'est pas un code. N'est-ce pas? N'est pas un code. C'est-à-dire, cette maille-là reste, non pas par ignorance, mais dans un non-savoir, dans une non-connaissable directement. Vous voyez, c'est là où je disais qu'il y a quelque chose de nouménique dans l'illusion algorithmique, parce qu'il serait arrivé à faire ce que Kant va dire, ça c'est pas possible, que c'est la différence entre chose en soi et noumen, qui dit, le noumen c'est ce qui serait possible de connaître si on pouvait connaître au-delà des phénomènes, n'est-ce pas? Mais quand il ne ferme pas la porte, il ne dit pas ça c'est pas possible, n'est-ce pas? Il le dit par rapport à la chose en soi, mais pas par rapport au noumen, n'est-ce pas? Il laisse une porte entrouverte dans laquelle, bon, il ne sait pas comment on pourrait avoir une connaissance del noumen, et eux reprennent les flambeaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils vont dire, ben voilà, la connaissance du noumen est faite grâce à la discrétisation algorithmique. Bon, la dernière séance est le 11 juin, peut-être. Non, mais si c'est un mercredi, c'est un 11 juin. Mais ne disons pas peut-être, parce que aux alentours. On est dans une prédictibilité plus exacte. Est-ce que c'est un mercredi, Bastien, le 11? C'est toujours un mercredi. Non, le 11 juin. Oui, c'est toujours un mercredi, le 11 juin. C'est un mercredi. C'est une loi de alors, c'est le 11 juin. Le 11 juin, alors c'est le 11 juin. Et bon, mais merci à ceux qui sont ici.
bonne soirée à ceux qui sont partout. Et les autres de YouTube, vous savez que nous, on est toujours contents quand il nous arrive des questions qui nous permettent de structurer un tout petit peu, en voyant un tout petit peu qu'est-ce qui est plus ou moins compréhensible et pas compréhensible. Alors même celles qui ont la gentillesse de nous suivre en différé, vous avez la possibilité de poser des questions, d'intervenir, en écrivant directement au site du collectif, qui grâce à Jérôme, on l'a rendu un site plus ou moins site. Parce qu'avant c'était un machin. Voilà, donc bonne soirée.